Bonsoir Marine Calmé, merci d'être avec nous. Bonsoir. Donc toi, tu es présidente de Weed Legal, tu es aussi porte-parole d'un collectif qui s'appelle Hors de question, on va y revenir après, et tu es évidemment avocate, notamment sur la question des droits environnementaux. Moi, j'aimerais d'abord que tu nous présentes Weed Legal pour celles et ceux qui nous écoutent, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse bien ce que c'est et son objet. Alors, Wild Eagle, c'est une association qu'on a créée il y a un peu plus d'un an maintenant, mais tout juste, et qui a pour objectif en fait de former le public et les juristes sur la question des droits de la nature et du crime d'écocide. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin en fait d'avoir un soutien de la part de juristes à des luttes de terrain. Concrètement, on travaille auprès d'associations autochtones ou environnementales en Guyane française. On travaille aussi avec une association dans le sud de la France qui s'appelle ZIA. À chaque fois, en fait, on arrive en soutien en tant que juriste à des luttes locales et on met à disposition en fait notre expertise sur la question des droits de la nature et du crime d'écocide pour leur fournir en fait des outils pour faire avancer leur plaidoyer et peut-être aussi aboutir leur recours en justice. En tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Et donc, on forme en fait voilà, différents types de publics grâce à des conférences, grâce à des MOOC, à des ateliers sur ces questions qui sont des nouveaux concepts, mais qui sont, je crois, hyper porteurs justement pour faire avancer la question du droit de l'environnement de demain, en fait. Donc tu as évoqué évidemment la notion d'écocide. Il y a eu une des propositions de la Convention citoyenne, c'était justement de mettre en place un crime d'écocide, de le faire reconnaître. Et il y a quelques semaines, je crois 2 semaines, Éric Dupond-Moretti et Barbara Pompili, ils ont mené une opération dans le JDD où ils ont parlé de délit d'écocide. Alors pour celles et ceux qui regardent ça un peu de loin, ils peuvent se dire que c'est une première avancée et que finalement tout n'est pas à jeter puisqu'on avance. Vous, vous avez dénoncé une espèce d'opération de communication. Pourquoi? Alors en fait, il faut savoir que le texte qui a été proposé par les ministres n'a rien à voir avec le texte qui a été adopté par la Convention citoyenne pour le climat. En plus de ça, en fait, c'est complètement à rebours de l'historique de l'écocide, puisque si on revient à la racine, en fait, donc l'écocide, c'est une notion qui a été dégagée notamment après la guerre du Vietnam, comme justement le crime le plus grave, l'atteinte la plus grave envers l'environnement. Et il y a diverses propositions qui ont été travaillées par des juristes, et notamment par du coup le groupe End Ecocide on Earth, qui a proposé une définition en rapport justement avec le dépassement des limites planétaires. Et c'est cette définition qui a été retenue par la Convention citoyenne pour le climat. Cette définition, on l'a retravaillée après la Convention citoyenne avec un groupe de juristes dont Wild Legal justement faisait partie pour euh, en fait, répondre aussi aux remarques qui nous étaient faites, notamment de la part du président, de dire que nous ne pouvons pas encore, en droit français, utiliser les limites planétaires pour définir l'écocide. Donc, nous avons fourni en fait une définition alternative qui repose sur l'atteinte grave, étendue et durable aux équilibres des milieux naturels. Et c'est sur cette définition aujourd'hui que nous nous basons pour défendre notre proposition. Et donc là, malheureusement, le délit d'écocide tel qu'il est proposé par le gouvernement, il ne tient pas compte des propositions qui lui ont été faites. Et en plus, il s'agit un peu en fait, il s'agit d'un délit de pollution un peu amélioré puisqu'il aurait un domaine plus large, un champ plus large, puisqu'il s'appliquerait plus uniquement à l'eau, mais aussi au sol et à l'air. Mais ce n'est pas du tout à la hauteur des demandes que nous formulions avec la Convention citoyenne. Il a énormément de domaines qu'on ne pourrait pas prendre en compte, par exemple les atteintes aux forêts, les grandes déforestations, par exemple. Et donc, forcément, pour nous, c'est très limitant, en fin de compte, et nous demandions d'aller beaucoup plus loin. Il y a un autre élément qui a marqué le paysage ces derniers jours, c'est le fameux interview d'Emmanuel Macron sur Brut où il dit j'ai aucune leçon à recevoir de personne, mon gouvernement a fait plus que tous les autres sur la question écolo depuis 3 ans. Et il cite un certain nombre de projets auxquels il a mis soi-disant terme, et notamment il parle de la montagne d'or. Donc vous avez aussi, le collectif dont tu es porte-parole, réagi en disant que c'était un mensonge. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est ce projet-là et pourquoi vous avez dit pourquoi le président il a menti en fait? Alors, en fait, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, le projet Montagne d'Or, c'est un projet de mine à ciel ouvert en Guyane française.
C'est un projet qui remonte déjà à loin, hein, puisque à l'époque, M. Macron était ministre à Bercy. Il soutenait déjà ce projet à cette époque en disant que c'était l'avenir de la Guyane, en gros, les mines, et que le projet Montagne d'Or, c'était très bien. Quelques années après et beaucoup de mobilisation plus tard, il s'avère que les choses ont changé puisque l'opinion publique s'est montrée fortement mobilisée contre ce projet de mine, notamment à cause des impacts sur la forêt amazonienne et donc des impacts pour le climat et pour la biodiversité. Et finalement, donc c'était l'année dernière, Emmanuel Macron a dit que finalement ce projet a été abandonné parce qu'il ne répondait pas aux exigences en matière environnementale. Sauf que la vérité, c'est que sur le terrain, à part cette belle parole, il ne s'est rien passé de différent. Et en vérité, il y a encore un litige qui est ouvert entre la société Montagne d'Or et le gouvernement français. Pourquoi ? Parce que la compagnie Montagne d'Or réclame en fait sa concession minière. C'est une concession historique dont elle demande le renouvellement en fait pour encore plusieurs années. Et le gouvernement français a jusqu'ici tout simplement pas répondu à la demande de cette compagnie minière. Et donc, en fin de compte, on se retrouve avec, en droit français, une règle qui est que si l'administration garde trop longtemps le silence, dans certains cas, justement, ça vaut refus. Et donc là, la société minière considère que ça fait déjà tellement longtemps que le gouvernement n'a pas répondu que ça vaut refus. Et elle a attaqué ce refus devant le tribunal de Cayenne. Et malheureusement, il se trouve que le tribunal semble aller dans le sens d'obliger en fait le gouvernement à réétudier ce dossier et à cette fois-ci donner une réponse. Et le gouvernement a profité, en fait, aurait pu apporter des éléments dans ce dossier pour répondre à la compagnie minière qu'elle ne recevrait pas cette prolongation de concession. Et au lieu de ça, le gouvernement a préféré la chaise vide. En fait, la politique de la chaise vide n'a pas répondu, s'est défendue dans ses mémoires de façon tout à fait contraire à ses intérêts, quasiment, en fait. Et ce que moi, j'y vois dans cette affaire, c'est en fait que, puisqu'ils n'ont pas pu imposer politiquement leur projet, aujourd'hui, ils vont se servir de la justice, à mon avis, pour dire, vous voyez, ce n'est pas nous, nous voulions abandonner le projet, mais la justice nous contraint à donner un permis à la compagnie Montagne d'Or. Et ça, pour moi, c'est extrêmement risqué, étant donné que ça mettrait un petit peu le gouvernement à l'abri, finalement, des critiques, alors qu'en parallèle, on sait très bien que le gouvernement ne considère pas du tout ce projet comme abandonné. La preuve, dans les derniers documents qui ont été présentés aux élus de Guyane pour présenter en fait la réforme du code minier qui devrait être en route. Pour présenter cette réforme du code minier, le gouvernement a fait tout un tas de slides et notamment dans ces slides, on trouve une présentation des chantiers en cours en Guyane. Et dans ces chantiers en cours, il présente le dossier Montagne d'Or comme une mine en cours de développement. Donc, on sait très bien que du côté du gouvernement, en fait, il n'y a absolument aucune intention d'abandonner ce projet. Et au contraire, on pense que la réforme du code minier va venir accélérer les choses sur le territoire, ce qui est absolument pas le signe qu'on attendait et pas non plus le revirement de politique en matière climatique qui est attendu par la Convention citoyenne pour le climat. Comment tu expliques justement le fait qu'à la fois sur ce dossier-là, sur celui de l'écocide, il y ait des renoncements du gouvernement alors qu'on sent bien qu'il y a une mobilisation populaire et citoyenne qui a des exigences très fortes en matière de climat. Moi, j'ai découvert que par exemple la Grande-Bretagne avait pris une décision de réduire quasiment de 68% ses émissions de gaz à effet de serre. On ne peut pas dire que l'Angleterre soit le pays quand même le plus à gauche qui existe. Comment ça se fait que notre gouvernement ne prenne pas la mesure des enjeux? Est-ce que les lobbies sont trop importants? Est-ce que les enjeux financiers sont trop importants? Comment on explique ces reculs et ces renoncements en fait? Je pense qu'il y a énormément de paramètres qui jouent dans ce genre de situation. Je crois que ce n'est pas leur école. Ce pas des écologistes. Ils ne sont pas écolos, ils ne sont pas verts. Ils n'ont pas été formés à cette pensée, en fait. Donc, pour eux, c'est extrêmement difficile de se mettre à la page, à mon avis, puisqu'on voit bien le milieu d'où vient Emmanuel Macron. Et on sait bien que dans ce gouvernement, en fait, c'est avant tout lui qui tire les ficelles et que les ministres s'exécutent. Monsieur Dupond-Moretti, c'est pareil. C'est pas un écologiste. Je crois que
il ne connaît pas grand-chose au sujet, même si je ne lui prête pas d'intérêt contraire. Je pense que ce n'est pas ses priorités pour son mandat. Et donc, on a énormément de mal, en fait, en interne, à trouver des soutiens et à trouver des gens qui ont le courage de porter des textes, des décisions qui vont être vraiment fondamentalement game changer pour le climat ou pour la biodiversité ou pour que sais-je. C'est que malheureusement, c'est toujours des petits pas, des microscopiques pas, quand ce n'est pas des retours en arrière, parce que derrière, c'est évident que, par exemple, pour l'écocide, il y a la pression des entreprises et des intérêts privés parce qu'ils redoutent ce genre de changement juridique. Ils ne savent pas encore qu'est-ce qui demain sera autorisé et ce qui demain sera interdit. Et jusqu'ici, il y a beaucoup de leur business model qu'ils savent qu'il n'est pas compatible avec nos exigences, pour le coup, à nous, en tant que militants, en matière de protection de la planète. Et donc, forcément, il y a une opposition quasiment frontale entre ce gouvernement qui, en plus, le problème soulève ce problème de cette crise économique qui vient, alors qu'on sait que justement la transition écologique aurait pour effet de créer des emplois. On s'enferre en fait dans ce modèle qu'on a toujours eu et on sent vraiment qu'il y a un vrai problème de faire un grand pas en avant. Et au-delà de ça, il y a aussi, ça c'était mon expérience plutôt personnelle, du coup, des réunions qu'on a eues avec les ministères, c'est que je crois qu'ils sont incapables de faire confiance à la société civile, de travailler avec elle. Je vois que nous, dans nos travaux, par exemple sur l'écocide, on a voulu garder un débat ouvert, on a fait attention justement à ne pas communiquer, à établir des documents qui soient très précis, qui répondent aux questions qui étaient soulevées par les différents ministres ou les différents spécialistes sur des questions de droit. Et ben, on a eu beau faire ça, préparer tous les textes qu'il fallait pour essayer de faire comprendre les enjeux de l'écocide. Ils sont restés billes en tête sur ce qu'ils voulaient faire depuis le début. Ils n'ont pas changé une ligne de leur projet initial, c'est-à-dire que en fait, ils ont changé que le nom, puisque en fait, ils avaient prévu de reconnaître ce qu'on appelle le délit générique d'atteinte à l'environnement, qui était une mesure qui était proposée en fait déjà depuis octobre 2019 dans le rapport une justice pour l'environnement. Et en fait, ils ont juste changé le nom. Ils ont appelé ça délit d'écocide, alors qu'à la base, ça s'appelait délit générique d'atteinte à l'environnement, ce qui est évidemment beaucoup moins sexy en matière de communication. Et donc, ils ont cru pouvoir nous donner l'impression de nous satisfaire dans nos demandes en changeant juste le nom de la proposition. Mais évidemment, les 150 ont travaillé depuis tellement longtemps sur ce sujet que maintenant, ils n'ont pas été dupes une seule seconde du texte qui leur a été proposé par le gouvernement. Et donc, en fait, c'est aussi ça le problème, c'est qu'on voit que ces gouvernants sont totalement seuls et ils sont incapables de travailler avec la société civile. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à prendre la température de ce qui se passe en fait dans notre société pour vraiment faire des mesures qui s'imposent. Et je pense que c'est aussi ce qui crée un blocage énorme entre ces conflits permanents qu'on voit entre justement nos dirigeants actuels et puis les citoyens, tout simplement. Et ça ne se résume pas qu'au mouvement écologiste. On le voit aussi par exemple, parmi les Gilets jaunes, il y a une incapacité de discuter et d'être dans une écoute vis-à-vis des citoyens qui a en fait marqué tout ce quinquennat et qui le marquera probablement jusqu'à la fin. Donc, nous, on espère qu'en fait, in fine, ce qu'on demande, c'est qu'ils retirent le nom de délit d'écocide pour ne pas totalement saboter notre proposition et qu'au final, je pense qu'on attendra nos prochains élus, peut-être notre prochain président, pour reporter cette demande si on n'est pas entendu cette fois-ci. Tu as évoqué les 150 de la Convention citoyenne. Au moment où on se parle, normalement, je crois que ce soir, c'est que le président et le gouvernement devaient présenter le contenu de la future loi sur le climat, qui ne va reprendre que 60%, si j'ai bien compris, des mesures de la Convention citoyenne. Et on découvre apparemment qu'au cœur de cette loi, il y aurait deux dispositifs, une réforme du code minier et le fameux projet Hercule, qui est le démantèlement du service public de l'énergie, très clairement. Est-ce que c'est une provocation de mettre ça au cœur de cette loi-là?
moi, je ne comprends pas qui s'occupe véritablement justement du lien avec les citoyens. C'est ce que je disais juste avant, c'est que c'est effectivement que ça c'est ressenti comme une provocation. Pourquoi? Parce que au sein des propositions qui avaient été portées par la Convention citoyenne, il y avait notamment une proposition pour la protection de la biodiversité qui était portée par le groupe Produire, et donc qui avait pour ambition justement de remettre l'enjeu climatique au sein de la chaîne de production. Ils se sont prononcés en faveur d'un moratoire sur l'industrie minière en Guyane, tout simplement parce que l'industrie minière dans la forêt amazonienne, c'est absolument contraire aux engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour information, une mine de taille classique, de taille normale, c'est l'équivalent de 190 000 voitures par an. Donc, c'est de toute façon incompatible avec nos objectifs en matière de climat. Or là, on a la Convention citoyenne qui réclame expressément un moratoire sur l'industrie minière, et on a un président qui n'écoute rien et qui fait passer son projet de loi de réforme dans ce package finalement climat, ce qui n'a aucun sens. Et non seulement parce que, en plus de ça, en fait, il y a deux territoires qui sont véritablement concernés par les mines, c'est la Nouvelle-Calédonie et la France. La Guyane française, pardon. Donc, la Guyane française sera directement impactée, et sous couvert de vouloir faire plus pour l'environnement, en fin de compte, on a bien peur qu'en vérité, il s'agisse plutôt de accélérer l'installation de projets miniers sur le territoire, puisque vous voyez bien, on sent quelque chose qui ne va pas quand justement Montagne d'Or, à la suite de l'annonce de la réforme du code minier, dit très bien, on attendra la réforme du code minier pour redéposer un projet. Comment est-ce que dans cette situation, si aujourd'hui notre code minier ne nous permet pas justement d'aller jusqu'au bout d'un projet comme Montagne d'Or, comment voudrait-on que demain, avec un nouveau code minier qui soit soi-disant plus exigeant en matière environnementale, d'un coup ce soit possible? Il y a bien une anguille sous roche. Quand on entend quelque chose comme ça, on se doute bien qu'on va affaiblir le code minier, c'est une évidence, puisque s'il faut faire rentrer Montagne d'Or dans les prochains projets qui seront à développer en Guyane, et il n'y a pas que Montagne d'Or, il y a aussi d'autres projets qui arrivent, puisque récemment, on a aussi appris que le projet Espérance, à quelques kilomètres de là à peine, et qui ressemble furieusement au projet Montagne d'Or, est aussi en cours de discussion. On a 3 projets aujourd'hui de taille donc industrielle, donc de la même taille que le projet Montagne d'Or, qui sont en discussion sur le territoire. Et donc, on voit bien qu'en fait, cette réforme du code minier, elle n'a absolument pas pour ambition de mettre un terme à l'industrie minière en Guyane, mais au contraire, à l'implanter durablement sur le territoire. Donc, c'est évident que inscrire la réforme du code minier au sein même de cette de cette loi de ce projet de loi Convention citoyenne pour le climat, c'est vraiment un pied de nez à tous les citoyens qui ont travaillé sur ce texte pendant des mois, et c'est juste incroyable. Tout à l'heure, tu parlais de... C'est quand même inquiétant parce que tu dis, ben, si on n'y arrive pas à ce gouvernement, on va attendre le prochain, donc c'est-à-dire dans un an et demi, presque 2 ans. Donc c'est quand même voilà, encore reculé alors que l'urgence, elle est là. Mais est-ce que, par exemple, au cours de la prochaine élection présidentielle, vous allez demander aux candidats de se positionner clairement sur le fait qu'ils mettent en place ou qu'ils reconnaissent un crime d'écocide s'ils sont élus président de la République? Est-ce que ça peut être un des enjeux forts, justement, de cette prochaine campagne présidentielle? En fait, le crime d'écocide, ça a une symbolique extrêmement forte, c'est sûr. Ça envoie un message, c'est-à-dire, ça dit la société n'est plus d'accord avec ces destructions massives de l'environnement. Et il n'y a pas qu'aux citoyens de faire leur part. Il faut aussi que les entreprises puissent être poursuivies pour ces crimes les plus graves portés à la nature. Et donc, ça a une force dans l'opinion publique, on le voit bien, parce que ça fait écho en plus au crime de génocide. On sent que avec ce concept, ça ferait avancer énormément les choses, et puis la vision aussi que notre société a de ces atteintes envers la nature. Mais en l'occurrence, le prochain président, il faudra qu'il rattrape
le retard qu'on a pris. Et ça ne passera pas que par l'écocide, ça passera également par tout un tas de mesures, et notamment celles proposées par la Convention citoyenne pour le climat et qui sont en train d'être amoindries considérablement par la proposition de loi. Et donc, il ne s'agira pas uniquement de l'écocide, il s'agira aussi, et c'est un mouvement qui est en croissance exponentielle en France, de reconnaître aussi des droits à la nature. Il y a des initiatives qui naissent un peu partout en France, notamment sur les fleuves, qui réclament la reconnaissance des droits de la nature, la reconnaissance des droits des fleuves. Une réflexion en profondeur aussi, on le voit sur la question de l'élevage et des droits des animaux. Il y a énormément de sujets en fait sur lesquels on est franchement en retard en France et qui pourtant on le sent dans la société ont un écho extraordinaire. Donc je pense que à la fois White Legal portera à la question des écocide et des droits de la nature, mais il s'agira aussi pour toutes les associations de se faire entendre et peut-être même de se fédérer autour de qu'est-ce qu'on demande à notre prochain président de faire en urgence pour la question de la protection de l'environnement, qui est clairement l'enjeu de notre siècle de toute façon. On va finir là-dessus, elle n'est pas évidente. C'est Marine Calmet, ministre de la Transition écologique. Ce serait quoi sa première décision? Alors, personnellement, ce que j'aimerais voir aboutir en France et qui existe déjà dans beaucoup d'autres pays, notamment en Amérique du Sud, qui nous inspire énormément dans notre travail au quotidien, c'est la question de la reconnaissance des droits de la nature, c'est-à-dire de reconnaître des entités naturelles comme sujets de droit et de réintroduire justement la question de ces droits fondamentaux de la nature au sein d'un pacte, qu'on sorte peut-être de la question justement uniquement de la question des droits des citoyens, mais qu'on y inclut aussi la question des droits de la nature et du citoyen dans peut-être une prochaine charte, peut-être une prochaine constitution, dans laquelle la nature aussi aurait sa place en tant que telle. Et c'est un sujet qui est extrêmement porteur. En Équateur, les droits de la nature ont été reconnus dans la Constitution et ça a permis de nombreuses victoires justement devant les tribunaux et dans les administrations pour voir les intérêts de la nature placés au même rang que la défense des grandes entreprises et tout simplement pour la défense des communs et du bien commun, de notre bien à tous dans notre société, puisqu'aujourd'hui, on le voit, il y a des territoires qui sont malheureusement sacrifiés pour des intérêts privés. Je pense au chlordécone, aux algues vertes, au bout rouge au large de Marseille. Énormément de territoires qui sont en souffrance et qui vont l'être de plus en plus, notamment avec le réchauffement climatique. Et donc, c'est des sujets, à mon avis, qui pourraient avoir une avancée majeure grâce à la reconnaissance des droits de la nature. Et il y a énormément déjà d'initiatives en France, une quinzaine, qui travaillent sur les droits du Rhône, les droits de la Loire, les droits de la Seine. Énormément d'initiatives qui sont en train d'éclore un peu partout et qui montrent que la société est prête. Donc, si j'étais élue, désignée ministre de l'écologie demain, ce serait clairement une des premières choses que je ferais en concertation avec évidemment toutes les associations qui se battent au quotidien sur ces questions en France. Mais merci pour cet éclairage. On va suivre l'évolution de cette loi et puis on te réinvitera si tu es ministre de l'écologie pour évoquer avec toi toutes les décisions que tu mettras en œuvre. Donc, merci beaucoup. Merci. Très bonne soirée.